en parle reçoit ce soir Stéphane Rossignol. Stéphane Rossignol, maire de la Grande Motte, tout juste descendu de son multicoque après un salon qui a attiré plutôt du monde. Vous êtes plutôt satisfait de cette affaire? Plutôt satisfait puisque plus de 16 000 visiteurs se sont pressés. Et certains sont même repartis avec un des multicoques présentés. Et plusieurs effectivement multicoques, pratiquement une vingtaine de multicoques ont été vendus durant ces 4 jours de salon. Et puis Stéphane Rossignol, c'est également un des leaders politiques locaux, plus particulièrement de l'UMP bien sûr. Vous êtes également président du groupe UMP à la région Languedoc-Roussillon, conseiller régional. Merci d'être avec nous ce soir. Justement, on va démarrer avec la politique. On avait eu l'occasion de vous avoir sur ce plateau il y a quelques jours à propos du salon des multicoques. On va donc commencer plutôt par la politique. On a mis un petit titre, UMP Station Pyramide. C'était un petit clin d'œil. Bien sûr, il n'y a pas encore le métro à la Grande Motte. D'ailleurs, le tramway bientôt peut-être, non? C'est pas d'actualité pour l'instant. Il est en train d'arriver. Ça fait partie des projets de l'agglo de Montpellier. C'est pas particulièrement un projet aujourd'hui pour la ville. Et déjà, le tramway est en train d'arriver à Pérols. Il arrivera peut-être demain à Carnon ou à Palavas. Je crois que pour l'instant, il n'est pas dans les cartons qu'il arrive dans les prochaines années à la Grande Motte. Alors, il n'empêche que vous avez un projet là actuellement pour votre camp, pour votre parti, pour l'UMP, c'est de faire un tour de la région. Vous voulez remobiliser les troupes après un mois de mars qui a été compliqué. On parlera bien sûr de la situation du gouvernement, mais dans tous les cas, sur les élections cantonales, l'UMP y a quand même perdu au change, en tout cas sur le département de l'Hérault. C'est vrai que dans ce département de l'Hérault en particulier, mais aussi dans la région, si dans certains départements ça n'est mieux sorti que dans d'autres, l'UMP ressort effectivement un peu groggy de ces élections, il faut bien le reconnaître. Ça a été pour nous une défaite. Ça n'a pas été non plus une victoire pour la gauche et pour le Parti socialiste. Mais je crois que dans ce scrutin, il y a eu une expression d'un mécontentement qu'on a constaté à travers les votes contestataires, mais aussi et surtout par le vote abstentionniste. Quand on voit qu'à peine 4 électeurs sur 10 se sont déplacés pour aller voter, on se rend bien compte qu'il y a une crise de notre démocratie. Et donc, j'ai souhaité, en tant que président du groupe UMP au Conseil régional Languedoc-Roussillon, avec mes collègues, entreprendre une remobilisation dans chacun des 5 départements du Languedoc-Roussillon pour dire à nos militants et à nos électeurs que certes, on avait perdu cette bataille, mais que la guerre était loin d'être perdue. Dans un an maintenant, quasiment jour pour jour, nous aurons une élection majeure, la mère des élections, celle de l'élection présidentielle. Et donc notre camp doit maintenant activement se mobiliser. Et il faut que les gens qui ont connu, qui connaissent des déceptions, se rendent compte aujourd'hui, à travers le bilan qui est celui du président de la République et de la majorité actuelle, que ce bilan est extrêmement positif dans le contexte actuel. On reviendra juste sur ce bilan. Les élections cantonales, il y a des endroits en France où la droite a mieux résisté que dans d'autres. Ici, est-ce qu'il n'y aurait pas un cas particulier de l'UMP, peut-être un manque de leadership? On a vu à Nîmes, par exemple, que les élus de l'UMP ont un peu mieux résisté qu'ailleurs. Ils ont même récupéré un siège sur le Parti socialiste. Alors, il faudrait l'analyser plus précisément, mais enfin, à l'arrivée, c'est clair que le résultat à Nîmes sur l'Hérault, vous avez été quasiment effacé. Les résultats à Nîmes ont été bien meilleurs que ceux que nous avons eus à Montpellier, en particulier, et même dans l'Hérault. Et il est vrai que Nîmes, avec son maire Jean-Paul Fournier, avec donc sa majorité municipale, a su mener le combat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un problème à Montpellier où nous manquons d'un leader. On sait que Jacques Domergue a donc décidé de s'éloigner pour des raisons professionnelles. Et il viendra d'ailleurs le dire dans le journal tout à l'heure. Donc il sera l'invité de notre plateau. Il est un grand médecin et une opportunité s'est présentée à lui, celle de la direction du centre anticancéreux Val d'Orel. Et donc on comprend tous qu'il soit parti diriger ce centre. Donc Stéphane Rossignol, il y a un problème de leadership quand même ici sur le département, voire sur la région. Est-ce que vous voulez être cet homme-là ? Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas à désigner particulièrement le leadership. Moi, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin, de relever le drapeau et d'aller à la rencontre de ces militants, de ces électeurs, leur dire il faut aujourd'hui quelqu'un qui coordonne cette organisation. Il y a malheureusement trop d'intérêts particuliers, et on le comprend aussi. Aujourd'hui, chaque député est en train de préparer son élection. Chaque maire un peu se replie sur sa commune. Je m'occupe bien sûr de ma commune moi aussi, mais je pense qu'on a un devoir lorsqu'on est un responsable politique, et lorsque je suis, comme d'autres, conseiller régional, et que j'ai la chance donc d'être à la tête d'un petit groupe, certes, mais qui est le groupe d'opposition à la majorité régionale
aujourd'hui, eh bien ma responsabilité est celle d'aller convaincre nos électeurs que rien n'est perdu et que nous avons aujourd'hui des arguments à faire valoir pour reconquérir ce terrain. Et donc, justement, quels sont-ils ces arguments, puisque là, les départements sont tenus par vos adversaires, la gauche, la région est tenue par la gauche également, les grandes villes, hormis Nîmes, sont quand même largement tenues, Nîmes et Alès sont largement tenues par la gauche aujourd'hui. Je crois que vous avez tout dit. Mais, aujourd'hui, on se rend compte que les principales, la plupart des collectivités territoriales du Languedoc-Roussillon, régions, départements, 4 départements sur 5, hormis la Lozère, les principales agglomérations, Montpellier, Sète, Carcassonne, Narbonne, sont tenues aujourd'hui par la gauche. La gauche gère... Sète, non, on ne va pas se tromper. Sète est tenue, l'agglomération de Sète est tenue par le maire. Je parle de l'agglomération de Sète, elle est tenue par le maire, elle est présidée par le maire de Frontignan, socialiste. Donc le Parti socialiste dans cette région aujourd'hui gère plus de 6 milliards d'euros. Et quand on voit le résultat de cette politique, la région Languedoc-Roussillon est la dernière. Nous sommes la première en termes de chômage, la dernière en termes de création d'emplois, d'emplois perdus. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Où vont tous ces milliards que gèrent les différents c'est le reproche qui était fait par la gauche en 2004 dans la campagne également, de dire que Jacques Blanc avait laissé la région en dernière position. Jacques Blanc, lorsqu'il présidait la région Languedoc-Roussillon, la droite ne présidait pas les Pyrénées-Orientales, ne présidait pas l'Hérault, ne présidait pas le Gard, ne présidait pas l'Aude, ne présidait encore que la Lozère. Donc nous avions les 4 autres départements qui nous faisaient des obstacles. Donc aujourd'hui, c'est quasiment la totalité de ces grandes collectivités qui sont gérées par le Parti socialiste. Et quand on voit le résultat de la politique mise en œuvre par ces différentes collectivités, on dit bravo, regardez ce résultat. Tout ce que le gouvernement entreprend et qui marche dans certaines autres régions. Pourquoi il y a des régions aujourd'hui où le chômage baisse plus rapidement que chez nous? C'est bien qui sont aussi des régions tenues par la gauche. Mais qui sont des régions tenues par la gauche, mais où il y a des collectivités, des départements ou des mairies importantes qui sont tenues par la majorité nationale. Donc, ou peut-être des régions qui vont dans le sens de la politique nationale. Aujourd'hui, cette région fait tout pour s'opposer à la politique nationale. Les départements ne font rien pour l'accompagner. C'est beau de se contenter de lancer des campagnes de communication à coût de dizaines de millions d'euros ou de centaines de millions d'euros pour dénoncer la politique nationale s'il n'y a pas de résultat au final. Alors que notre économie repose essentiellement sur le tourisme. Je ne suis pas certain que des centaines de millions soient dépensés pour contredire la politique nationale, quand même. Quand on se rappelle la communication qui a été menée par le département de l'Hérault ou d'autres départements pour dénoncer la réforme des collectivités territoriales, excusez-moi du peu, est-ce que cet argent n'aurait pas été mieux employé ailleurs? Je ne pense pas que c'était des centaines de millions. Est-ce que cet argent... J'ai pas les détails. Quand vous additionnez cet argent et celui de la région c'est plusieurs millions d'euros, parmi lesquels, dans ces millions d'euros, il y a des campagnes qui dénoncent la politique nationale du gouvernement. Donc quand je vois l'économie, notre économie, qui pourrait être une économie beaucoup plus performante, nous sommes une économie où il y a un tourisme très fort, nous sommes quand même la 3e région touristique de France, aucune filière sur le tourisme n'a été créée. Quand on pense qu'aujourd'hui nous avons le soleil, quand on pense qu'on fait de plus en plus appel au photovoltaïque, eh bien où vont les fabricants où va-t-on chercher, où va-t-on fabriquer le photovoltaïque? En Chine, en Allemagne, et pas dans notre région. Vous croyez qu'on n'aurait pas pu être porteur de cette initiative, que la région Languedoc-Roussillon aurait pas pu aider des entreprises qui aujourd'hui auraient pu être porteuses de la création d'appareils pour les photovoltaïques? Eh bien non, il faut aller se tourner vers l'étranger pour cela. Donc aujourd'hui, la filière photovoltaïque, c'est quelque chose peut-être qui dépasse les capacités de la simple région Languedoc-Roussillon. Mais non, il y a eu des projets. On a laissé passer combien de projets comme ça? Cette région a laissé passer des projets parce qu'en étant tout le temps systématiquement dans l'opposition au pouvoir central, eh bien on laisse passer des opportunités. Et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas une fédération. À un moment donné, il faut se dire que la politique, on la met de côté, on met son mouchoir dessus et on travaille tous main dans la main. Et je l'ai maintes fois proposé, nous l'avons maintes fois proposé sous l'ancienne majorité régionale avec l'ancien président Georges Frêche. Nous le proposons aujourd'hui, on n'est pas entendu. On préfère faire de la gestion politicienne que de la gestion véritablement. Pour vous, dans l'opposition régionale, les choses ont changé par rapport à l'époque de Georges Frêche avec le nouveau président? En tout cas depuis plusieurs mois, c'est
c'est que la région est en panne. Alors avant, on savait qu'il y avait une politique faite beaucoup d'effets d'annonce. Aujourd'hui, on se rend bien compte que cette région, la région Languedoc-Roussillon, est totalement en panne, qu'il ne se passe plus rien. On cherche, il y a des atermoiements, on cherche une véritable ligne de conduite, on cherche une vision globale pour le Languedoc-Roussillon, on ne l'a pas. Donc c'est quand même là un problème majeur. Le fonds qui a été ouvert là pour justement le photovoltaïque, c'était présenté il y a quelques semaines avec le concours des banques régionales, le fonds Jérémy, ce genre de choses, le musée de Narbonne, ce genre de choses, vous pensez que ce n'est pas, les bons choix? Tout cela, c'est d'abord, ce sont des opérations qui sont menées ailleurs qu'en Languedoc-Roussillon. On n'initie pas ce type d'opération. Le musée de la Romanité, c'est certes une bonne idée, mais qui va engloutir beaucoup d'argent. Et on sait qu'il y a d'autres projets de musée de la Romanité, notamment à Nîmes. Et nous espérons qu'à Nîmes, ce projet sera autant soutenu que celui de Narbonne. Mais c'est pas en injectant de l'argent dans des opérations comme celle-là qui sont pas suffisamment productives. On aide les gens à s'équiper en photovoltaïque, mais le photovoltaïque, on va le fabriquer ailleurs. Donc aujourd'hui, on a une économie touristique qui pourrait être florissante, et qui accueille beaucoup de touristes, et on cherche la création d'une véritable filière touristique. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ces moyens, il faut les mettre dans l'économie productive, et pas simplement dans des opérations de communication. Donc vous allez faire votre tournée de communication pour, vous l'avez dit, remobiliser vos troupes. Pas une tournée de communication, c'est une tournée de remobilisation. D'explication, alors peut-être. D'explication et de remobilisation pour d'abord... Vous êtes inquiet pour 2012 ? Vous êtes inquiet pour 2012 ? Je suis inquiet comme je le suis à toutes les élections. Vous savez, je crois qu'aucune élection n'est perdue ou gagnée d'avance. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de prévoir ce qui va se passer en avril, en mai 2012. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle et on sait, toutes les élections présidentielles précédentes l'ont montré, qu'un an avant, on était incapable de prédire quel serait le résultat. En une année, et aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement international, il peut se passer tellement de choses que le président de la République, Nicolas Sarkozy, que je soutiendrai très fortement, bien sûr, n'a pas encore dit son dernier mot, loin de là. Il est aujourd'hui, il est à la tête du G20. Il est en train de montrer qu'une fois de plus, la France est présente sur le théâtre international, que la France, malgré un contexte économique international difficile, a maintenu son rang. Elle a maintenu un niveau acceptable quand on voit ce qui se passe chez nos voisins grecs, italiens, espagnols, portugais. On se dit, et même anglais ou allemands, où leur économie est guère plus florissante que la nôtre, on se dit qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui tient la barre aujourd'hui. Stéphane Rossignol, est-ce que le fait de gagner comme ça systématiquement les élections présidentielles, les grands rendez-vous nationaux, ce n'est pas justement une des explications aux défaites successives sur, alors ce qui n'est pas le mid-term, ça c'est aux États-Unis, mais enfin ça, finalement le calendrier électoral est comme ça, vous perdez ensuite les élections locales parce que ça vient comme une sanction du pouvoir national? Je crois que ce que vous dites là, on met le doigt sur une réalité qui est aujourd'hui une réalité française qui doit nous interpeller. Je crois que la Constitution de la Ve République a bien vécu jusqu'à présent. Elle a subi de nombreuses réformes. Peut-être faut-il envisager une évolution beaucoup plus importante et aller véritablement vers un régime présidentiel qui permettrait de ne pas être dans l'hypocrisie. On sait très bien qu'aujourd'hui la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui nomme le gouvernement, alors qu'on sait très bien que le gouvernement est dans son grand ensemble composé par le président de la République et que c'est le Premier ministre qui ensuite le présente. Donc je crois qu'il faudrait arriver à une autre logique. C'est vrai qu'aujourd'hui les Français sont friands d'envoyer des majorités nationales d'une certaine couleur, et en l'occurrence celle de l'UMP, et puis aux élections locales, établir des contre-pouvoirs que sont aujourd'hui les régions et les départements dominés par le Parti socialiste avec ses alliés verts et communistes. Donc c'est pas facile d'être élu local UMP, on l'a compris. C'est pas facile, mais on assume parfaitement bien, parce que moi je ne cache pas mon drapeau, je suis fier d'être ce que je suis. Moi aussi, comme d'autres, j'ai été déçu parce que on s'attendait peut-être à un certain nombre d'autres décisions, d'autres réformes entreprises, mais rendez-vous compte qu'en 4 ans déjà, les réformes qui ont été menées par le président de la République et le gouvernement. On y reviendra dans un instant. Si vous voulez bien, on va marquer une première et unique pause et on se retrouve. Du
16 avril au 21 juin, profitez du chéquier Avantage, des remises et des cadeaux exclusifs chez vos commerçants de la ville active. Bricolage, sport, électroménager, automobile, opticien, restauration rapide, bijouterie, informatique, jouets, vêtements, dépôt, vente et literie. Ville active, active ma ville. Parce que votre chien, lui, n'a que vous pour se protéger, Advantix a inventé la seule protection antiparasitaire efficace non seulement contre les puces et les tiques, mais aussi contre les moustiques qui peuvent transmettre des maladies graves comme la leishmaniose. Contre les puces, les tiques et aussi les moustiques, Advantix, demandez conseil à votre vétérinaire. À l'occasion des deuxièmes balades gourmandes de Lune et Viel, Libartcom vous propose le repas gastronomique du célèbre traiteur régional Gérard Cabiron. Rendez-vous sur la place du village pour une collation gourmande avant de partir en calèche jusqu'au pied des collines du Mas des Caves. Puis, une balade pédestre ponctuée d'étapes gourmandes vous mènera jusqu'au château de la Tour de Farges. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 avril sur la place du village. Le bowling de Montpellier vous offre la possibilité de vous divertir entre amis et l'occasion de passer de bons moments de détente en famille. Pour cela, nous mettons à votre disposition un grand espace de jeu, un bar, ainsi que de nombreuses pistes homologuées. Et pour ceux qui aiment relever les défis, nous organisons pour vous plus de 10 tournois par an. Rejoignez-nous, avenue de la Pompignane. Depuis plus de 40 ans, les enseignes Néondoc, c'est votre entreprise régionale de conception, fabrication et pose de toutes vos enseignes. Les enseignes Néondoc, c'est la décoration des vitrines, les lettres adhésives, les enseignes en néon, les caissons lumineux, les panneaux de chantier, les habillages de voitures et les bâches tendues. Tous vos besoins d'enseignes et de communication dans la région, c'est les enseignes Néondoc. Néondoc, c'est à Nîmes et à la Grande Motte. Le maire UMP de la Grande Motte, Stéphane Rossignol, est avec nous pour On en parle. Deuxième partie, on parlait des réformes justement de Nicolas Sarkozy. Il va bien falloir qu'il défende son bilan dans les mois qui viennent, s'il est lui-même candidat, mais c'est probable à sa propre réélection. Une des dernières réformes annoncées, là, c'est la suppression d'une première tranche pour l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça veut dire qu'on va faire plaisir aux pauvres parmi les riches, mais quand même à certains riches, pour employer une terminologie de la première assez tranche simple. de l'ISF, mais aussi et surtout la suppression du bouclier fiscal. Et d'un autre côté, la suppression du bouclier fiscal, ça veut dire qu'on revient sur une des réformes phares, majeures, annoncées comme telles au début du quinquennat. Quand on se rend compte ça veut dire qu'il y a eu échec, là. Une mesure n'a pas apporté ce qu'elle devait apporter, eh bien, il faut en tirer les conclusions. Et je crois qu'il a le courage de tirer les conclusions de ce que le bouclier fiscal aujourd'hui n'a pas apporté, ce qu'on pensait qu'il devrait apporter. Alors la suppression de la première tranche de l'ISF qui va exonérer un certain nombre de contribuables, ça vise quoi? Ça vise surtout à faire en sorte que ceux qui étaient imposés à cause d'héritage qu'ils avaient pu percevoir de biens immobiliers soient aujourd'hui exonérés ou en partie exonérés de l'ISF. Je rappelle simplement que l'ISF quand même a été supprimé dans beaucoup de pays dirigés par les socialistes, l'Espagne en particulier, où l'Angleterre sous Tony Blair avait déjà supprimé l'ISF. Donc la France ne le supprime pas. Mais en contrepartie, il faut trouver d'autres ressources fiscales et d'autres façons de taxer ces revenus. Il n'existera plus, donc c'est une ressource supplémentaire. Et surtout, je dis, on va moins imposer ce qui était imposé par le fait qu'ils avaient des biens immobiliers qui souvent étaient des biens qui provenaient de la famille et on se rendait compte que des gens aujourd'hui n'avaient pas les moyens de pouvoir payer cet impôt parce qu'ils devaient vendre des biens pour pouvoir honorer cet impôt. Stéphane Rossignol, c'est quand même un cas assez... On sait que ce sont des cas relativement rares quand même. C'est pas les quelques centaines de milliers de personnes concernées par cette première tranche. Bien entendu. N'était pas quand même dans ce cas-là. Le nombre de personnes qui va être exonéré est très faible par rapport à ce que le bouclier fiscal va faire revenir dans les caisses de l'État.
Alors, écoutez, vous essayez de forcément vous rattraper après ce changement. On peut le comprendre, hein, il faut, pourquoi pas, tirer les enseignements quand c'est un échec. Est-ce qu'il y a d'autres réformes, à votre avis, qui doivent rester, qui doivent être utilisées par vous, par votre camp, pour ces élections à venir, puisque sachant qu'il y a la présidentielle et les législatives. C'est celle des retraites. Je crois qu'aujourd'hui, c'était une réforme qui avait été maintes fois annoncée. On se rappelle quand même du rapport Rocard sur les retraites. Ça date de combien d'années, hein? Lionel Jospin avait parlé aussi de la réforme des retraites. On n'en a jamais vu. Il a fallu que Nicolas Sarkozy prenne véritablement ce problème entre les mains. Il y avait une réforme. Il y avait une première réforme qui avait été menée. En 2002, François Fillon avait mené une réforme en 2003 tout à fait. déjà. Il avait été le premier à la mener, mais on le savait très bien que cette réforme était une réforme qui devait être revue quelques années plus tard, mais qui visait à l'époque à faire en sorte que les caisses de retraite puissent être suffisamment importantes pour financer les retraites de l'époque. Donc aujourd'hui, on a mis en place une nouvelle réforme dont on sait qu'elle aura des effets jusqu'en 2030. Donc c'est déjà ça de gagner, hein, c'est 20 ans de gagner de plus, et que face à l'augmentation de la population retraitée, eh bien il faudra revoir cette réforme. Mais en tout cas aujourd'hui, quand j'entends les socialistes annoncer qu'ils vont revenir sur cette réforme, au cas, en hypothèse peu probable où ils gagneraient l'élection présidentielle, j'attends de les voir à l'œuvre parce que je crois qu'aujourd'hui, cette réforme a le mérite d'exister et en tout cas de sauver notre système de retraite. Justement, parlons des socialistes, ils vont occuper le terrain pendant les mois qui viennent avec la primaire, la pas primaire, a priori entre deux poids lourds, François Hollande qui est monte en flèche dans les sondages, et puis Dominique Strauss-Kahn qui a pris une stature, un petit peu aussi grâce à Nicolas Sarkozy, une stature internationale. Tout à fait, puisque c'est grâce à Nicolas Sarkozy qu'il est aujourd'hui directeur du FMI. Vous ne pensez pas que ça peut largement les aider, les socialistes, justement, sur les mois qui viennent, en occupant le terrain de cette façon ? Moi, je trouve quand même, pour un parti qui se dit parti de gouvernement, à bientôt moins d'un an de l'élection présidentielle, ne toujours pas avoir de candidat, avoir un vague programme présidentiel dont on ne sait même pas si le futur candidat ou candidate désigné par les primaires va se l'approprier. Écoutez, quand vous voyez le programme du Parti Socialiste, où on nous ressort les recettes anciennes d'emploi jeunes, où on nous dit qu'on va supprimer la TVA à 5,5% sur les restaurateurs, cette TVA qui a permis de maintenir des emplois, qui a permis d'en créer des nouveaux, qui nous promet de remonter la fiscalité. Moi, je cherche véritablement quel est le plan du Parti remonter la fiscalité, Stéphane Rossignol, est-ce que c'est pas nécessaire ? Est-ce que c'est pas un peu ce que vous faites ? Est-ce que c'est pas nécessaire ? Dans lesquels ils sont empêtrés, et on ne voit pas comment ils vont s'en sortir, parce que quand on lit, qu'on entend Montebourg qui dit qu'il ira jusqu'au bout, quand on essaie de barrer la route à François Hollande parce qu'on a peur qu'il fasse de l'ombre à Dominique Strauss-Kahn, quand on entend Ségolène Royal qui dit « mais je suis toujours dans la course », et qu'on voit Martine Aubry en embuscade, écoutez, ça fait pas très sérieux. Et on se demande comment demain ils vont pouvoir se mettre en ordre de bataille derrière une candidate ou un candidat, alors qu'ils aspirent demain à occuper la présidence de la République. Stéphane Rossignol, il y a aussi chez vous ça ne se prépare pas quelques mois avant. Regardez Nicolas Sarkozy, regardez Jacques Chirac, regardez François Mitterrand. Ils ont préparé l'élection présidentielle de longues années avant. Aujourd'hui, on a une préparation du Parti Socialiste face à cette élection. Stéphane Rossignol, dans votre camp, il y a eu des appels pour des primaires à droite. Je trouve que ces appels... Il y a également Jean-Louis Borloo qui dit vouloir reconstituer un propre parti. Il y a comme ça un certain nombre de ténors de votre camp. C'est aujourd'hui, je crois, des intérêts particuliers qui s'expriment. Dire qu'aujourd'hui, alors qu'on a un président de la République sortant, qui n'a toujours pas fait savoir quelle serait sa position, mais dont on peut supposer qu'il sera candidat à sa succession, comment peut-on envisager des primaires alors Stéphane Rossignol, vous voulez dire que les élections présidentielles se préparent longtemps à l'avance et là, Nicolas Sarkozy va nous faire attendre jusqu'à quand ? C'est le rôle d'un président de la République de rester le président de la République le plus longtemps possible. Imaginez le président de la République qui rentre en campagne. S'il entrait en campagne aujourd'hui, vous voyez le président de la République qui hier était en Italie pour parler de problèmes importants que sont ceux de l'immigration clandestine, qui demain sera peut-être en Libye pour être aux côtés des rebelles libyens qui essaient aujourd'hui de mettre fin à une dictature. Comment pourrait-il être à la fois président de la République et candidat ? Le rôle d'un président de la République est de rester président de la République le plus longtemps possible et de s'engager dans la bataille le moment où il estimera le faire. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas au Parti Socialiste.
socialiste, où on est dans la totale impréparation de cette élection. Bon, on imagine bien que votre analyse de la situation du Parti socialiste n'allait pas être très positive. Dans la foulée des élections présidentielles, il y aura des élections législatives. On sait que le résultat de la présidentielle donne le ton de ces législatives à suivre. Très souvent, il y a quand même parfois, il y a quand même une opposition au Palais Bourbon. Donc, 100% ça veut dire... de même majorité. Voilà. Ici, ça va se passer comment? Vous avez un boulevard qui s'ouvre devant vous, Stéphane Rossignol, avec la création de cette nouvelle circonscription du littoral. Non, vous savez, Lunel-la-Grande-Motte, ce sera la 8e, la 9e. Le gouvernement a entrepris un redécoupage qui était obligatoire, que le Conseil constitutionnel demandait depuis plusieurs années. De par la démographie. Qui a dû avoir une parlementation de la population. Nous avions 7 députés dans l'Hérault pour une population qui dépassait le million d'habitants. Donc nous avons maintenant 9 députés qui correspondent pour chacun d'entre eux à environ 110 000 habitants par circonscription. Donc l'Hérault a bénéficié le plus fortement de ce redécoupage électoral, puisqu'on est le département de France, avec un ou deux autres, a gagné 2 députés. Donc nous allons avoir 9 députés là où nous en avions 7. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle circonscription littorale qui va de Lunel à Montpellier, jusqu'à la Pompignane, jusqu'à vos studios, donc, qui va donc être cette nouvelle 9e circonscription. On est ravis. Et sur laquelle je serai peut-être candidat, en tout cas. Il y a d'autres candidats, Claude Arnaud, peut-être le maire de Lunel, non ? Écoutez, Claude Arnaud n'appartient à aucune famille politique, il faudra lui poser la question, mais je crois qu'une élection législative est avant tout une élection politique. Il s'agit d'élire des députés, hommes ou femmes, qui vont demain être dans une majorité, ou dans une opposition, mais en tout cas qui vont soutenir l'action d'un président de la République et l'action d'un gouvernement. Et pour moi, les élus qui sont sans étiquette n'ont pas cette vocation-là. Donc il est interdit à personne d'être candidat, mais en tout cas, une élection législative est une élection purement politique. Et on doit s'inscrire dans une majorité qui demain sera appelée à gouverner, à mettre en œuvre une politique, un projet sur lequel le candidat va être élu. Quand on est sans étiquette, il est difficile d'être derrière un projet, derrière une majorité. Stéphane Rossignol, pour faire carrière en politique, c'est bien d'avoir un fief. C'est ce que vous avez commencé à constituer en étant élu maire de la Grande-Motte en 2008. Encore faut-il réussir dans ce rôle-là, dans cette mission-là. Vous diriez quoi là, de ce qui se passe à la Grande-Motte depuis 2008 ? D'abord, je ne dirais pas un fief. Je dis que c'est une ville aujourd'hui où c'est vrai que depuis 3 ans, je m'épanouis totalement. C'est une ville formidable. J'ai eu beaucoup de chance et beaucoup d'honneur de m'être vu confier ce mandat par les Grands Mottois il y a 3 ans maintenant. C'est vrai que c'était une ville qui était un peu anesthésiée. C'était une ville qui était redevenue une station ordinaire. J'ai souhaité, depuis 3 ans, redonner une nouvelle dimension à la Grande-Motte, avoir pour elle une nouvelle ambition. C'est ce que je fais avec mon équipe municipale. Aujourd'hui, en orientant la politique plus vers le haut de gamme. On voit par exemple le salon des multicoques, là on le voit à l'image. Avec 2 thématiques qui pour nous sont des thématiques de qualité, c'est le nautisme et l'architecture. Le nautisme, on vient de le voir avec cet événement considérable qu'a constitué le premier salon international du multicoque en Méditerranée. Je le disais tout à l'heure, plus de 16 000 visiteurs, un salon véritablement international, puisque plus de 20 nationalités étaient présentes, un public venu des 4 coins du monde, Afrique du Sud, Australie, Votre ambition, c'est d'essayer de positionner la Grande-Motte au niveau d'un Saint-Trope de ville de la Riviera. On ne fait pas un Saint-Trope en Languedoc-Roussillon, simplement, en tout cas, c'est que la Grande-Motte, sur le littoral méditerranéen, et en particulier sur le littoral Languedoc-Roussillon, est un nouveau positionnement, un positionnement de qualité, avec l'architecture qui est la nôtre. On est quand même une ville unique par son architecture, par son environnement, ville balnéaire la plus verte de France, peut-être même d'Europe. 70% de notre espace est constitué d'espaces verts. Et puis cette architecture qui s'est vue reconnaître le label patrimoine du XXe siècle par le ministère de la Culture l'an dernier. La Grande-Motte est une ville terminée, finie. Il y a quand même quelques constructions ici et là qui se passent. Comment vous pouvez faire en même temps? Il y a un accroissement de la population. Ça veut dire, si on ne construit pas, moins de place pour les vacanciers, pour les touristes de séjour. Il est clair qu'aujourd'hui, la Grande-Motte ne dispose quasiment plus de foncier. Il reste quelques parcelles de ci, de là.
mais que l'essentiel de ce qui a pu constituer les résidences ou les maisons à la Grande Motte est déjà là. Simplement, aujourd'hui, ma politique s'oriente à travers un schéma directeur que j'ai établi au moment de mon élection, vise à redonner à l'architecture, aux infrastructures grammotoises, à tout ce qui est l'environnement grammotois, un renouveau par une rénovation de l'immobilier, de l'immobilier de loisirs en particulier, mais aussi de tout ce qui concerne nos voiries, nos espaces piétonniers, nos espaces verts. Première opération d'envergure qui va être lancée par mon équipe municipale, c'est celle de la réfection de l'avenue de l'Europe, cette très grande avenue qui conduit jusqu'à la mer et qui va être totalement rénovée à partir de l'année 2012. Donc ça va être un projet majeur qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus global de rénovation de la ville avec un urbanisme retrouvé. 2014, élection municipale. Vous êtes candidat à votre réélection à la Grande Motte, où vous dites, tiens, Montpellier, finalement, je connais bien, je fréquente beaucoup, et avec tout ce qui se passe à gauche, ce qui va se passer forcément à gauche, ces rivalités, il y aura une fenêtre de tir. Je crois qu'aujourd'hui, Montpellier, effectivement, est une ville qui doit se trouver un futur leader. On voit bien qu'à gauche, depuis... Ça peut être vous ? Depuis la disparition de Georges Frêche, il y a un grand vide, mais qu'à droite aussi, aujourd'hui, on est en recherche d'un homme ou d'une femme qui va demain être le porteur d'espoir. Ça peut être Stéphane Rossignol ? C'est quelque chose, en vous rasant le matin Aujourd'hui, être maire de la Grande Motte satisfait pleinement. D'accord. L'émission L'émission va se terminer, j'aurais pas et je dois dire scoop. que c'est déjà pour moi une belle ambition que de conduire cette ville là où je souhaite la conduire. Et en plus, il a nommé un conseil des sages. C'était cette semaine, je crois. Non, il y a quelques jours. C'était il y a quelques jours, J'ai tenu effectivement de m'entourer d'un conseil de sages avec une trentaine de personnes, une vingtaine de grands-motois et de grands-motoises représentatifs par leur carrière professionnelle qui apportent effectivement des conseils à mon équipe municipale. Stéphane Rossignol sur le plateau de TV Sud. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous laisse avec la météo et le journal à suivre. Jean Brun, à tout de suite.